bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Procure. Bonsoir Hélène Frappa. Bonsoir. Alors, quand la librairie vous a invité à venir au mois de mars, vous nous avez proposé 2 dates, le merci 21 et le mercredi 22. Là, vous avez aussitôt corrigé. J'ai dit merci. Oui, vous avez dit merci. Ah, je n'avais même pas vu. Ça prouvait bien votre enthousiasme à venir dans notre librairie ce soir. Donc, voilà, nous sommes le merci 21 et c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Juste, je veux dire un mot que pour le coup, je suis là grâce à l'enthousiasme de Grégorian qui était venu au lancement de mon livre et qu'il avait dans une autre librairie il y a 2 mois. Dans une autre librairie. Et c'est vrai que c'est très très important pour les auteurs. Les auteurs les écrivains sont des lecteurs qui poursuivent la lecture par d'autres moyens, mais qui sont avant tout des lecteurs. Et on est lecteur enfant, on continue ensuite en écrivant. Et puis quand on écrit son livre, on le lit en même temps. Et avec un peu de chance, je pense, les vrais livres sont ceux qui... je suis entourée de Bibles, je pense que c'est sans aucun doute le cas de la Bible. Des livres qui nous lisent, autant qu'on les lise. Je pense que les vrais livres nous lisent autant qu'on les lit. Voilà. Donc cette question, la lecture, elle est vraiment au cœur de ce qu'on fait. Et du coup, d'être là par la ferveur d'un libraire qui est égal à... Surtout là grâce à votre livre. On va pas arrêter de se congratuler, ça va être affreux pendant 1 heure. Enfin, en tout cas, vous êtes là justement pour parler de quoi? De 3 femmes disparaissent, qui est paru chez Actes Sud en janvier et qui connaît depuis un très bel accueil de la part de la critique littéraire. À raison parce que votre livre est édifiant et brillant. Il est édifiant parce qu'en fait vous y démontrez comment la maltraitance de Tippi Hedren à Fred Hitchcock, avec lequel elle a tourné 2 films en 1963 et 1964, Les Oiseaux et Pas de printemps pour Marnie, pendant les tournages desquels Hitchcock a vraiment tyrannisé Tippi Hedren. Donc vous démontrez dans ce livre comment cette maltraitance a pu déterminer et structurer la vie et la carrière de sa fille Melanie Griffiths et de sa petite fille Dakota Johnson de façon plus ou moins volontaire et consciente et différemment selon chacune d'entre elles, pour finir par pointer au-delà en fait de cette lignée d'actrices de mère en fille un problème systémique et unique inhérent à la condition féminine. Je pourrais m'arrêter là parce qu'il y a déjà beaucoup à dire, mais il est aussi brillant, votre livre, parce que c'est un texte d'une nature protéiforme. C'est à la fois un roman, un essai, une enquête, ça relève de l'autofiction. Vous convoquez tour à tour Anton Tchekhov, Agatha Christie, la mythologie grecque. Colombo, il y a des références moins nobles, si j'ose dire. Ça peut impliquer aussi la culture dite populaire. Vous parlez de Super Jenny, mais il y a Colombo aussi. Enfin, je pense que vous allez y revenir. Et ce qui est intéressant, c'est que cette nature protéiforme, l'éloge est bientôt terminé, je vais vous laisser la parole. C'est que cette nature protéiforme ne contraint jamais le style en fait. Vous prenez soin à choisir chaque mot, c'est écrit de façon très équilibrée, précise mais équilibrée. Chaque mot trouve sa place comme ça dans un récit où le fond et la forme se répondent. Donc tout ça fait que on serait tenté de vous demander comment vous en êtes arrivé là, mais je sais que ça vous a pris, ça recouvre une période de 20 ans. C'est un temps qu'on n'a pas ce soir. Mais je peux vous demander plus simplement comment vous avez commencé en fait, qu'est-ce qui a mené à l'écriture de ce livre, quel a été l'élément déclencheur? Alors c'est vrai que j'ai mis 20 ans à écrire ce livre. Alors durant ces 20 ans j'en ai écrit d'autres, mais quand j'ai commencé à en avoir l'idée, à l'époque j'étais autrice aux éditions des Cahiers du cinéma, où j'ai publié mes premiers livres. Vous avez été critique de cinéma avant d'être romancière? À vrai dire, avant même d'être critique, j'ai commencé par les livres en fait. J'étais la seule à avoir fait ça, c'est-à-dire commencer en publiant un livre sur le cinéaste Jacques Rivette,
et puis sur Roberto Rossellini, mais aussi aux éditions des Cahiers du cinéma. Et donc à l'époque, je vois toujours, à vrai dire, beaucoup de films, mais j'en voyais beaucoup, notamment dans les festivals. Et puis j'avais découvert un film qui m'avait beaucoup qui m'avait passionné, qui s'appelle Searching for Debra Winger, à la recherche de Debra Winger, qui avait été réalisé par une comédienne américaine qui s'appelle Rosanna Arquette, qui elle-même est dans une lignée. Alors c'est pas une lignée, c'est une fratrie en l'occurrence, la fratrie Arquette. Et elle était partie à la recherche de quelqu'un qui n'était pas mort, en fait, mais qui avait disparu des écrans d'Hollywood, qui était donc cette actrice Debra Winger, qui avait été une star dans les années 80-90. Elle avait arrêté le cinéma et elle ne la trouvait pas tout de suite, cette actrice disparue, mais en chemin, elle en rencontrait de nombreuses qui racontaient elles-mêmes comment leur carrière d'actrice avait été en fait au fond une succession d'apparitions, disparitions, et notamment comment, et elle citait un film extraordinaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, si ce n'est pas le cas, je vous conseille vraiment de le voir, qui s'appelle Les Chaussons Rouges, de Michael Powell et Emmerich Pressburger, un film dans lequel une danseuse star, enfin une danseuse étoile, va épouser son chorégraphe, et ce chorégraphe, une fois qu'elle est mariée, lui demande d'arrêter sa carrière, alors que lui continue évidemment à travailler comme chorégraphe après son mariage, et déchiré par ce choix qui pour elle est impossible entre sa vocation qui est la danse et puis l'amour qu'elle a pour cet homme, la fin, ça c'était un peu, pardon, je vous dévoile la fin, mais c'est la fin d'Anna Karenine, en quelque sorte, elle se jette sous un train. C'est un film extraordinaire qui pose donc cette question du choix que Rosanna Arquette posait à toutes ces actrices. Comment vous avez fait? Est-ce que vous-même vous avez dû choisir? C'est une question en effet qu'on ne pose jamais aux hommes, notamment aux hommes écrivains. Je me souviens d'ailleurs il y a longtemps d'un article qui m'avait frappé, d'un journaliste, c'était un journaliste américain, une journaliste américaine qui disait que à chaque fois qu'elle interviewait des écrivaines, ça se passait chez elle, et puis en même temps qu'elle répondait aux questions, elle lançait une ou deux machines, elle vidait le linge, elle préparait le repas, etc. Et que ça lui arrivait jamais en fait avec les auteurs hommes, qui en général avaient un bureau, tranquillement dans leur bureau, et dans un café, mais qui avaient tout le temps pour répondre aux questions. Donc ça, ce sont des questions qui ont l'air anecdotiques, mais qui, selon moi, sont vraiment organiquement liées, bon, comme un texte célèbre de Virginia Woolf l'a montré d'ailleurs, à ce que c'est qu'écrire. Dans le documentaire, les actrices interviewées parlent beaucoup de leur vie privée en fait. Elles ne parlent que de ça, en fait. Et notamment, il y a Mélanie Griffiths, donc la fille de Tippi Hedren, dont vous venez de parler, qui dit, et elle semble ne pas comprendre, elle semble encore sidérée par ça, et ça m'avait vraiment frappé. Elle dit, mais moi, quand j'ai eu 35 ans, donc à cette époque-là, elle était une des plus grosses stars mondiales, c'est-à-dire qu'elle tournait 3, 4, 5 films hollywoodiens par an, des films énormes, les Brian De Palma, les plus connus, elle était vraiment une star. Et à ce moment-là, son entourage professionnel lui disait « Mais pourquoi tu as disparu ?» Elle disait « J'ai pas disparu, j'ai tourné. » Et là, elle se justifiait. Elle justifiait qu'elle n'était pas morte, en quelque sorte. Et les gens n'écoutaient pas, ils recommençaient à lui demander « Mais pourquoi tu as disparu ?» 35 ans à ce moment-là. Voilà. Et on comprend peu à peu que c'est une manière, au fond, de la faire disparaître. C'est-à-dire de lui dire « Mais tu devrais déjà avoir disparu. » Sachant que, alors je ne vais pas revenir, j'ai la Bible devant moi, donc j'ai tendance à m'inspirer de ce que j'ai devant, que comme la Bible en question nous l'apprend, entre autres livres qui nous l'apprend, mourir n'est pas la façon la plus efficace de disparaître en réalité. Il y a des façons, il y a bien d'autres façons de disparaître. Je dis ça parce qu'en effet, mes 3 actrices ne sont pas mortes. Ça s'appelle 3 femmes disparaissent, elles sont en vie. La première, Tippi Hedren, a 93 ans. Et voilà qu'arrive... Alors là, une personnage de mon livre, en vrai. Je crois que vous devinez de qui il s'agit. Voilà. C'est la dame qui se lance dans la une lecture clé étymologique du nom d'Alfred Hitchcock. Qui nous livre la clé même de ce livre. Voilà, je suis très honorée il y en a plusieurs, de sa présence. Et c'est pas si fréquent d'être là, comment dire, d'avoir un écrivain devant vous.
et son personnage. Imaginez d'avoir Simenon et le commissaire Maigret. Et ça, c'est le côté autofiction hein, de votre livre. Autofiction ou ça, je voulais détective, d'accord. Qui embarque dans son enquête, voilà. Okay. Y compris ses lecteurs qui lui apprennent ensuite des choses. Voilà. Donc il y a 20 ans, il y a 21 ans maintenant, j'ai découvert ce film. Il m'a sidérée. Et puis, je savais que Tippi Hedren était la mère de Mélanie Griffiths, qui déjà était quand même quelque chose d'assez étonnant à mes yeux. Et puis quand j'ai découvert que Tippi Hedren, où habitait Tippi Hedren, à la faveur d'un épisode d'une série télé que je regardais quand j'étais petite en sortant de l'école le samedi, qui s'appelait Super Jenny, un jour j'ai revu un épisode et là je me suis rendu compte qu'il y avait une femme qui me disait quelque chose, non pas qu'elle avait changé, elle n'avait pas du tout changé, mais elle avait changé de style complètement. Elle n'était plus la créature complètement sophistiquée avec un chignon platine tiré, une partie de chasse sur le dos, comme je le dis, c'est-à-dire un manteau de vison, des chaussures en python, un sac en crocodile, littéralement, hein, tout ce qu'elle est. On la connaissait façonnée par Hitchcock. Voilà, mais elle était une femme cheveux au vent, châtain, avec un jean, des chaussures plates, pas maquillée. Famille pour mais surtout, voilà. Personnellement, j'ai rien contre le glamour hollywoodien qui peut sauver parfois, en tout cas, elle ne s'est pas sauvée. Elle était engoncée, disons. Qui est très ambigu. Enfin, qui en tout cas a tendance à ralentir les femmes quand elles veulent prendre la fuite. Hein. Les talons hauts et les robes très serrées et les manteaux de fourrure très lourds, c'est compliqué. Mais surtout, cette femme était entourée. Et là, j'ai compris tout de suite que c'était sa vraie maison. Je suis allée enquêter et j'ai découvert que, oui, mon intuition était juste, c'était sa vraie maison. Elle était entourée de lions, de pumas, de panthères, de léopards, d'éléphants, qui étaient parfaitement en liberté dans son salon, qui traversaient le salon, qu'elle caressait d'un air comme vous, moi, pouvons caresser un chien, ce qu'on appelle en anglais the big cats, les fauves. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je suis allée enquêter. Et j'ai découvert qu'en effet, Tippi Hedren vivait pour de vrai au milieu de fauves. C'est pas vraiment autorisé, hein, mais enfin, on était à Beverly Hills, où les lois s'appliquent pas. C'est-à-dire, nous sommes dans un équivalent de de la mythologie grecque. Nous sommes chez les dieux, hein, dans ces palais hollywoodiens. Donc, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils font même tout à fait ce qu'ils veulent, y compris faire vivre leurs enfants au milieu des fauves, qui vont évidemment les déchiqueter, les mutiler, etc. Donc j'ai commencé, parce qu'un grand fauve fait ce qu'on attend de lui, il griffe, il mord, bon. Donc j'ai commencé à enquêter sur cette histoire et à découvrir la folie de cette histoire et en même temps sa dimension tragique, mythologique. Et là, j'ai décidé d'en faire un livre. Et puis est arrivée la petite fille, la troisième en effet de la lignée. Et quand je disais là, que du coup, dans l'imaginaire collectif, Tippi Hedren est associée à l'image que Hitchcock a façonnée d'elle, on peut commencer par là aussi, c'est-à-dire que quand Hitchcock voit en quelque sorte pour la première fois Tippi Hedren dans une publicité, il demande, on peut même dire qu'il exige auprès des cadres du studio Universal de l'époque de trouver la fille. Le site, Find the Girl, c'est tout, c'est un mémo. Et ça, c'est un des premiers moments où je me suis arrêté, où j'ai arrêté ma lecture pendant votre livre parce que je trouve ça très, très frappant en fait, en soi, ces trois mots. Trouver la fille, sans en dire plus, c'est suffisant. Ça me semble vraiment encapsulé, comme ils disent en anglais, mais voilà, synthétiser ces questions en fait, qui sont à l'œuvre à Hollywood en permanence, dans son envers comme ça un peu cauchemardesque en tout cas. C'est-à-dire les questions de prédation, de diktat, d'aliénation au final pour une actrice en l'occurrence. Donc on peut partir de là, parce que voilà, Hitchcock voit Tippi Hedren pour une première fois dans une publicité, il exige qu'on mette la main dessus en fait. Alors on peut partir un tout petit peu avant de ce prénom qui doit vous probablement Tippi, qui est un prénom qui vous étonne peut-être. Alors en fait elle s'appelle Nathalie. Elle est née Nathalie Hedren. Moi je suis très obsédée et quand il m'arrive comme écrivain de faire des ateliers d'écriture, notamment avec des jeunes gens dans des lycées, des écoles, etc. C'est toujours la question dont je parle, la question du prénom. Parce qu'en fait, la question du prénom que chacun porte, elle contient déjà un récit. Un prénom, c'est déjà un récit. C'est le récit par lequel un être humain vient au monde, récit qu'il n'a pas choisi et qu'il précède, qui est choisi
la plupart du temps par ses parents, pas toujours, et qui souvent, alors récit qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas, mais qui déjà peut porter avec lui beaucoup de choses qui vont se dérouler dans l'existence de cet être humain. Sachant que ce moment-là, pour l'écrivain, qui est le moment, on pourrait dire presque du baptême de son personnage, quand il lui donne un prénom, avec, à mon avis, une grande solennité, et il ne faut pas se tromper sur le prénom, c'est un moment aussi très important qui est analogue. Donc, elle s'appelle Nathalie, c'est son père qui a choisi le prénom. Et puis à peine l'a-t-il choisi qu'il se ravise, il dit non, en fait Nathalie c'est un peu sérieux pour un petit bébé. Je vais plutôt l'appeler Tipi. Tipi en suédois ça veut dire petite fille. Donc il l'appelle Tipi. Et elle restera petite fille toute sa vie. Donc elle restera celle qu'on connaît comme Tipi Hedren. Quand Hitchcock lui va la découvrir et la posséder dans un contrat, il va décider de prendre ce prénom, petite fille, et de se le réapproprier à son tour, de la rebaptiser à son tour, en enserrant son prénom entre deux griffes. Alors, c'est pas des guillemets, c'est des griffes. Sans doute, vous n'avez pas remarqué, moi-même, je dois dire qu'il a fallu que j'écrive ce livre pour m'en rendre compte, mais c'est l'unique occasion dans toute l'histoire du cinéma, ça ne s'est jamais produit, hein, et ça ne se reproduira, à mon avis, jamais, où un prénom ou un nom est enserré au générique entre deux griffes. Tipi, le prénom uniquement, Hedren. Donc sa première apparition au cinéma. Voilà. C'est son premier rôle. Avant, elle est donc une jeune mère célibataire, désargentée, d'une famille elle-même qui n'a pas d'argent. Donc elle doit travailler. Elle a une petite fille qui s'appelle Mélanie et elle joue dans des publicités. Elle a commencé adolescente, c'est une ravissante adolescente. Elle a tourné elle a fait des unes de magazines. Et puis un jour, elle joue dans une publicité pour un régime, ce qui, je pense, a un sens quand même dans cette histoire, pour une boisson pour un régime. Et là, Hitchcock, qui est très gros, ça va jouer un rôle dans l'histoire. Vous allez voir pourquoi je me permets de parler du physique d'Hitchcock dont il était interdit de parler, pointe la télévision et dit « Find the girl » quand il voit la pub pour le régime. Alors, on est dans Cendrillon. C'est-à-dire qu'on est tout de suite dans un conte de fées, et cette histoire sera pleine, finalement, comme nos histoires à nous sont pleines, en fait, sont structurées, particulièrement pour les petites filles et les femmes, mais pas seulement, hein, puisqu'on ne peut pas isoler les femmes des hommes, évidemment, mais de ces contes de fées. Il va y en avoir beaucoup qui vont défiler, à commencer par Cendrillon, ça commence comme ça, c'est comme le prince dans le bal, qui va regarder, en fait, le pied d'une jeune fille avec qui il danse. La jeune fille disparaît à minuit, et là, il lui reste une chaussure, et il dit à ses parents, trouvez la fille. C'est la même phrase. Elle dit d'ailleurs au début, quand elle est très intelligente, Tipi Hedren, et dans ses mémoires, elle le raconte, ces mémoires qui ont donc paru en 2016 aux États-Unis, qui n'ont pas été traduites en France, et sur lesquelles je m'appuie beaucoup dans ce livre, elle dit, moi, ma vie était régie à l'époque par un schéma à la Cendrillon. Donc, on la lui trouve, on la fait venir, et on ne lui dit pas ce qu'elle vient faire là. Des hommes de Universal lui disent, voilà, quelqu'un veut vous rencontrer. D'abord signer le contrat avant vous même allez de rencontrer venir, Hitchcock. voilà, vous allez signer un contrat, on ne vous dit pas avec qui, vous allez devoir l'appeler monsieur, et il vous appellera la fille. On lui dit ça. Elle arrive, elle voit un contrat, elle dit que tout est flou, elle est très impressionnée, elle voit $500 par semaine, c'est beaucoup plus que ce qu'elle gagne, c'est pas énorme en fait, hein, surtout rapporté au salaire des acteurs masculins de l'époque, c'est beaucoup moins, mais enfin c'est beaucoup plus que ce qu'elle gagne. Elle ne comprend pas que c'est un contrat d'exclusivité pour 7 ans, ça veut dire que pendant 7 ans, elle va appartenir au monsieur en question avec qui elle signe. Parce qu'à l'époque, enfin ça tient aussi de l'âge classique là, du cinéma hollywoodien, où les acteurs étaient sous contrat d'exclusivité. Alors, ça ne les empêchait pas de se les prêter les uns aux autres. Voilà. Au studio, En réalité, légalement, ils n'étaient pas censés faire des contrats. Je veux dire, les acteurs ou les actrices qui avaient le cran, l'audace de résister à ça, généralement, ça brisait leur carrière. Le seul moyen de résister, c'était de devenir producteur, ce qu'a essayé de faire Marilyn Monroe, et dès qu'elle l'a fait, elle s'est fait effectivement casser complètement par les studios qui ne voulaient pas qu'elle devienne la productrice de ses propres films. Mais voilà, c'était compliqué. Elle est achetée. À ce moment-là, on fait entrer le monsieur en question, qu'elle doit appeler soit monsieur Hitchcock, soit Hitch. Et là, elle dit, j'ai vu un homme extraordinairement laid, dit-elle. Elle a peur. Et là, on est dans La Belle et la Bête, ou alors on est
dans Barbe Bleue. Je dis Barbe Bleue parce que dans Barbe Bleue, Perrault insiste énormément sur la laideur. Oui, mais il y a la question du grenier aussi qui est importante au moment on va arriver au grenier, on va faire tous les points après. Hein, je vais peut-être pas mettre, mais nous allons avoir. Voilà. Donc elle signe, à partir de là, elle est sa propriété. Dans le contrat, elle précise qu'il va enserrer son prénom entre deux griffes. Et commence effectivement le premier film, elle n'a jamais joué. Elle va commencer à entrer dans ce tournage qui va se révéler être juste en même temps une tentative de meurtre. La publicité là, que voit donc, Hitchcock, il faut quand même aussi préciser qu'elle se fait siffler par un enfant en fait. Hein. Se fait siffler par un enfant. C'est pas anodin non plus. Alors à vrai dire, moi ça fait partie des nombreuses choses parce que c'est repris, excusez-moi, je me permets de le préciser parce qu'en fait c'est le début des oiseaux d'Hitchcock aussi, c'est la même scène en fait. Absolument, et en fait je ne l'ai pas vu. Même scène, je l'ai pas vu. Elle se fait siffler par un gamin, c'est le tout début du film en fait. Alors en fait, ce qui est assez sidérant dans cette histoire, c'est que, vous voyez la couverture du livre qu'a fait là, il n'y a pas de hasard, j'ai jamais cru au hasard personnellement. C'est très bien d'ailleurs, mais allez-y. Très belle couverture faite par Sylvia, en son absence je lui rends hommage, qui est une des très bonnes graphistes d'Actes Sud. Sylvia qui a appelé sa fille Carlotta, qui est le prénom dans Vertigo qu'a Kim Novak, comme quoi il n'y a pas de hasard. Donc vous voyez, ses yeux, c'est une histoire à la fois de regard et d'aveuglement. C'est les deux, il n'y a pas de regard sans aveuglement. Y compris le mien. Identitaire aussi. Oui, enfin... Il y a trois regards différents qui sont disposés en miroir. Donc ça traduit une sorte de trouble identitaire, mais en même temps cohérent. Enfin, c'est raccord avec la façon dont vous avez écrit votre film. Elles se voient les unes dans les autres. Mais ce que je veux dire par là, je parle de mon propre aveuglement aussi, parce que c'est vrai que c'est un roman... Moi, j'ai écrit, c'est mon 9e roman. Ça m'est jamais arrivé à ce point-là d'avoir des lecteurs qui m'apprennent des choses sur le livre que j'écris. Et ce que vous venez de dire, il y a eu un très bel article dans Le Temps, le journal suisse, et une très très longue analyse du texte où il dit ça, ce que vous venez de dire, que je n'avais pas vu, qu'en effet, au début des oiseaux, Hitchcock, c'est une citation, il le fait exprès. Ça le fait rigoler en fait. Bah, c'est juste avant qu'il apparaisse lui, parce qu'il apparaissait dans tous ses films. Là. Voilà, cite la publicité. Ouais. Mais on peut peut-être parler un peu des oiseaux. Oui, parce que évidemment, en fait, ce qui va déterminer donc cette question comme ça de la lignée d'actrices de mère en fille, de Tippi Hedren à Dakota Johnson en passant par Melanie Griffith, c'est le traitement tyrannique qu'a subi Tippi Hedren pendant le tournage des oiseaux. Certes, elle était sous contrat d'exclusivité avec lui, mais pour autant, en tant qu'actrice, simplement, il n'était pas question que ça aille au-delà. Or, dans les termes du contrat, ça va bien au-delà, parce que tout lui est dû, enfin, elle est sous contrôle total. Et il y a forcément dans le film des scènes où elle subit les attaques d'oiseaux. Et ce qui est frappant, quand on lit... vous avez expliqué tout ça, donc j'en dis pas plus parce que vous allez le faire. Ce qui est frappant quand on lit la nouvelle de Daphné du Maurier qui est adaptée dans le film d'Hitchcock, c'est qu'il n'y a rien en fait il y a rien de tout ça. Enfin, c'est-à-dire le point de vue de la nouvelle de du Maurier, c'est celui d'un ancien combattant donc, qui travaille un peu à la ferme, qui est père de famille avec deux enfants. Mais par définition, c'est plutôt court, c'est une nouvelle et en fait tous les personnages du film Hitchcock sont des inventions d'Hitchcock et de son scénariste. Et là où c'est à commencer par le prénom. Oui, voilà. bien sûr. Comme souvent chez Daphné du Maurier, qui est un écrivain que j'adore, une immense écrivaine, et qui a réussi ce tour de force dans le roman Rebecca, de faire un roman très long, dans lequel, et je pense que le lecteur ne s'en rend même pas compte tellement c'est bien fait, à aucun moment nous ne saurons le nom de cette femme. C'est-à-dire, elle a le nom de son mari, donc déjà, est-ce que c'est son nom, je ne sais pas, mais surtout elle n'a pas de prénom. Donc elle a ni prénom ni nom, parce que Rebecca, c'est pas elle, Rebecca, c'est l'autre. C'est celle d'avant, c'est la femme d'avant, celle qui l'obsède. Donc pareil, dans Les Oiseaux, le personnage n'a pas de prénom, il n'y a pas de prénom. Quand Hitchcock rencontre Melanie Griffith, elle a une petite fille de 5 ans qui s'appelle Mélanie, donc qui va devenir la star Mélanie Griffith. Tippi Hedren, quand il rencontre Tippi Hedren. J'ai dit quoi? J'ai dit Mélanie? Oui. Ah oui, quand il rencontre Tippi Hedren. Il dit, votre personnage va s'appeler Mélanie. Il change, parce que dans son scénario, elle ne s'appelait pas Mélanie. Il vole le prénom de la petite fille. Ça commence comme ça. Mélanie Daniels. Et en effet, ce qui va se passer sur ce tournage, c'est qu'il va... comment dire, ce sont des histoires de doublure et de remplaçantes. C'est-à-dire que, je venais de parler de Rebecca à l'instant, mais c'est au fond une histoire très proche de celle de Rebecca.
Une femme ne peut jamais... Hitchcock aussi a adapté, donc je précise. Dont il a fait un de ses plus chef-d'œuvre, grands films. pour le coup, je trouve. Un meilleur aux oiseaux, passons. Ah, moi je trouve que Les Oiseaux aussi un chef. Enfin, pour moi, ils sont... Enfin, j'adore les deux films, mais c'est comme si les femmes ne pouvaient jamais être toutes seules, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est comme si elles étaient toujours accompagnées en permanence d'une ombre, d'un double, d'une doublure, comme si elles étaient une doublure, comme si elles étaient des revenantes, comme si elles avaient quelqu'un avant elles, qui peut être leur mère, qui est très encombrante, qui peut être une génération d'avant, qui peut être leur fille aussi, être encombrante, une autre femme qui les obsède. C'est d'ailleurs un terme récurrent dans le cinéma d'Hitchcock, c'est beaucoup de figures féminines qui doivent être à la hauteur d'un modèle, qui sont hantées. Qui sont hantées, exactement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, comme je le dis, pose à un moment dans le livre, est-ce qu'on peut être une femme sans avoir une hantise, sans être hantée? Il va faire en sorte d'installer la hantise dès le début, donc en volant le prénom de la petite fille, et lui-même en étant hanté par comment s'appelle l'actrice, par Grace Kelly, qui lui a échappé, qui s'est probablement enfuie. Elle s'est enfuie à ce moment-là, elle est mariée elle est princesse de Monaco, voilà, elle est mariée au prince de Monaco. Elle est partie et il est obsédé par l'idée de recréer cette femme qui lui a échappé. Donc déjà, Tippi Hedren, quand elle arrive, elle est déjà... C'est une remplaçante. C'est déjà une remplaçante, voilà. Il va, pendant tout le tournage, essayer de la tuer, pour le dire très simplement. C'est ce que le médecin qui va être amené en urgence sur le tournage va lui dire. Il va lui dire, mais il faut arrêter ce tournage, vous êtes en train de la tuer, en fait. C'est-à-dire qu'il va... parce qu'elle a refusé, parce qu'elle n'a pas... Il essaye de la violer, pour le dire très clairement. Il essaye de la violer ou il la viole. C'est-à-dire que là, dans les mémoires, elle dit que ce qu'elle a vécu est tellement l'horreur, tellement hideux. Elle emploie toujours cet adjectif hideux, ça m'a frappé. Qu'elle ne veut pas entièrement raconter ce qui s'est passé, mais que c'est la chose la pire qu'elle ait vécue dans sa vie. Il lui crée une loge pour l'enfermer. Il l'enferme dans des limousines, il l'enferme dans toutes sortes de pièces luxueusement aménagée, mais où va en permanence revenir la menacer. Et il se venge. Il se venge d'abord par le tournage de la cabine téléphonique dans laquelle il ment. Il dit que la vitre est blindée, elle n'est pas blindée. Donc la vitre va exploser sous l'attaque des mouettes et elle va manquer d'avoir l'œil gauche crevé. Et le maquilleur devra passer des heures à enlever les petits éclats de verre. Éclat que je n'avais pas remarqué moi pendant... Comment? Éclat que je n'avais pas remarqué. Voilà, c'est-à-dire que le sang qu'on plusieurs voit... fois, mais maintenant je vois plus que ça en fait. Le sang qu'on voit dans Les Oiseaux est du vrai sang, en fait, pour le dire clairement. Hein. C'est pas du sang de cinéma. Et puis ensuite, il va arriver le moment le pire, où là on va arriver directement dans la scène de Barbe Bleue, effectivement, où son personnage... Donc j'insiste vraiment sur le fait que c'est une femme de ses mémoires vraiment très intelligente, et elle ne comprend pas en fait ce qu'Hitchcock lui demande de faire. C'est-à-dire que vous avez vu Les Oiseaux. Le film, c'est pas justifié. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu Les Oiseaux tous ici. Bon, donc c'est un film d'horreur hein, avec une progression dramaturgique. Et donc il y a un moment où les oiseaux ont commencé à tuer quand même déjà pas mal de monde. Ils ont attaqué les enfants, ils ont attaqué des fermiers. On sait que voilà, toute la ville est envahie par ces oiseaux. Ils ont crevé les toits des maisons, etc. Et donc à ce moment-là, Mélanie Daniel, son personnage, sait que tous les oiseaux sont au grenier. Et Hitchcock lui dit, vous allez monter au grenier. Et là, elle dit, mais pourquoi je ferais ça? Ça n'a pas de sens. Et il répond, parce que je vous leur donne. Et elle est obsédée par l'idée que ses parents l'ont bien élevée, qu'elle est obéissante, qu'elle doit... D'abord qu'elle n'a pas les moyens de perdre son boulot, elle le dit en permanence, qu'elle doit aller jusqu'au bout. Et aussi, elle a une sorte de morale comme ça, elle est comme sont beaucoup de femmes dans le monde du travail par ailleurs. Hein. On voit ça c'est des histoires qu'on voit beaucoup dans beaucoup de livres, peut-être qui sont plus des enquêtes sur ce qui se passe dans le monde du travail. C'est un bon petit soldat. Donc elle obéit. Elle veut aller jusqu'au bout. Et dans sa tête, elle répète, je ne le laisserai pas me briser. Je ne le laisserai. Elle se répète ça. Et elle est obsédée par sa dignité. Elle dit, je veux garder ma dignité, celle que mes parents m'ont apprise et qui m'ont transmise. Donc ça va durer 5 jours. Elle est tellement traumatisée quand elle le raconte qu'elle égrène les jours, lundi, mardi, c'est du lundi au vendredi. Et il y a une progression. Donc il lui a dit que les oiseaux étaient faux. Quand elle arrive sur le tournage, elle se rend compte que tout le monde évite son regard. Pour lui, il y a encore une question de regard. Il y en a les yeux. Personne ne la regarde dans les yeux.
Et là, elle voit qu'en fait, il a fait venir des milliers d'oiseaux dans des cages, des boîtes, donc des vrais oiseaux. Évidemment, il a fallu du temps pour faire ça, donc il n'a pas organisé ça en 5 minutes. Ces oiseaux sont surveillés par la Ligue de protection des animaux. Ils sont très 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 bien traités. Ils ont des journées de travail très courtes, ils ont bien à manger, ils ont des week-ends. On doit veiller, je cite, à ce qu'il n'y ait pas de surmenage. Elle, en 6 mois de tournage, elle aura une demi-journée de repos, c'est ce qui est précisé dans son contrat. Et donc, elle va subir pendant 5 jours, les attaques de ces vrais oiseaux. On va lui enrouler autour du corps. Son corps va être entièrement comme une momie enroulée de bandelettes élastiques. À chaque bandelette élastique, un oiseau est attaché, avec une distance qui est calculée pour qu'il puisse reculer suffisamment pour pouvoir ensuite revenir sur elle. Et puis, sa robe verte, la fameuse robe verte des oiseaux, elle est entièrement remplie de fentes invisibles. À travers ces fentes, la bande élastique ressort avec l'oiseau. Ça dure 5 jours. Au bout de quelques jours, elle tombe dans un état proche du coma, et c'est là qu'un médecin arrive et dit « Elle va mourir en fait, il faut arrêter tout de suite ». Hitchcock chasse le médecin. L'équipe du tournage est terrorisée, mais tout le monde obéit, personne ne l'aide, personne ne vient à son aide. Et ça va se terminer jusqu'au 5e jour, où là, un oiseau va tellement attaquer son œil gauche à nouveau, qu'elle manque d'avoir l'œil crevé, et là, elle tombe vraiment dans une sorte d'état comateux, et juste avant, elle dit « Stop, non !» Elle hurle « Non, non !» Quand elle se réveille, et là on est dans un conte de fées, moi ça m'a fait penser à un livre qui m'a énormément marqué quand j'étais petite, qui est Le bal d'Irène Nemirovsky, qui est d'ailleurs une histoire assez sanglante entre une mère et sa fille, qui est elle se retrouve dans le studio Universal qui est gigantesque. Il faut imaginer une salle immense, énorme, où le film est tourné, entièrement déserte. On est un vendredi soir, plongé dans le noir, tout le monde est parti, tout le monde a abandonné cette femme qui gît à terre depuis des heures, blessée sauvagement et dans un état de traumatisme total. Elle rentre chez elle, comme elle peut, et là, elle est seule avec sa fille, Mélanie. Et là, je pense que tout se joue, en fait, j'avais pas compris vraiment en l'écrivant, mais j'ai compris maintenant en répondant à des questions, en écoutant. Tout se joue là entre la mère et la fille, c'est-à-dire que la fille devient la mère, en fait. Elle est obligée de prendre soin de sa mère, qui, dans ses cauchemars, est hantée par cette histoire et ne cesse de hurler non, non, de rejouer le film. Quand sa fille s'approche d'elle, à un moment, elle est réveillée par sa fille, parce que, qui a 5 ans à l'époque. Hein. La fille pense qu'elle est morte, en fait. Et elle a exactement la même réaction que son personnage dans le film, en fait. Elle agite les bras, elle se réveille en sursaut, elle est sur la défensive, en fait, comme si elle était assaillie par les oiseaux du film. Donc, l'histoire va se nouer de ce que j'appelle cette tragédie grecque, c'est-à-dire cette histoire. Qu'est-ce que c'est une tragédie grecque? C'est une histoire dont on ne peut pas juger les personnages. De manière générale, les écrivains ne doivent pas, à mon avis, du tout juger leurs personnages. Mais particulièrement dans une tragédie, vous ne pouvez pas dire « Ah, Médée, elle n'est pas très sympa avec ses enfants, hein, ça serait vraiment un peu idiot. » C'est pas le sujet. Ou Oedipe, bon, quand même, il aurait pu faire des meilleurs choix, Oedipe. Bon, pareil, c'est pas le sujet. C'est une tragédie, elle doit s'accomplir. Ça veut dire que les personnages peuvent être très lucides, très intelligents, être des gens bien, mais ils sont aveuglés. C'est le principe de la tragédie. Donc c'est ce qui va se dérouler. Et ça se transmet. Ça se transmet de génération en génération, ça se répète, ça se dégrade à chaque répétition. C'est le principe même. C'est rare, pour moi qui ai relu récemment Sophocle, qui a relu l'histoire d'Antigone et tout. Et autre chose, la tragédie grecque, ça, je dois dire, c'est quelque chose que j'ai compris après avoir fini mon livre. Hein. Je dois dire, j'ai été assez estomaquée d'ailleurs d'avoir fait ça sans le savoir vraiment. Mais la tragédie grecque, c'est un chant funéraire à une époque où, dans l'Antiquité, les femmes ne pouvaient pas socialement endosser ce rôle public, hein, d'être dans les enterrements, de porter le deuil, hein, et le chant funèbre. C'est un cœur qui va pleurer pour un personnage, et pas l'autre. Hein. C'est-à-dire que si vous lisez Antigone, vous voyez que le cœur, il pleure avec Antigone, mais il ne pleure pas avec Créon. Créon qui est donc le dictateur qui va décréter que le frère d'Antigone ne doit pas être enterré, que Antigone doit être sacrifiée, etc. Et donc quand il arrive, le cœur se retire. Mon livre commence par « Est-ce que je peux pleurer pour toi ?»
Et je pense qu'au fond, c'est toute la question-là qui, pour moi, est essentielle dans l'écriture, qui est l'action de l'empathie, pour le dire de manière simple, qui est que l'auteur doit faire en sorte de mettre le lecteur avec ces personnages-là. Et d'une certaine manière, je pense que ces trois femmes, il n'a pas été pleuré pour elles dans cette histoire-là telle qu'elle s'est déroulée. Et le moment est venu, pour moi, en écrivant ce livre, d'être ce cœur-là et de mettre aussi le lecteur à cette place-là pour que ces larmes soient versées qui ne l'ont pas été. Je parle trop, je ne vous laisse pas... Non, mais oui, j'ai peur qu'on manque de temps pour parler de tout ce qui constitue votre livre, mais quand j'expliquais qu'il n'y a rien, en gros, du film d'Hitchcock dans la nouvelle de Dumouriez, si ce n'est l'argument qu'il a retenu, simplement, pareil, en 3 mots, qui est les oiseaux attaquent, en fait. Et c'est une famille, c'est pas un couple. Oui, c'est ça. Si je précisais ça, c'est aussi parce que du coup, ça signifie qu'Hitchcock a créé un peu les conditions de la catastrophe pour martyriser, enfin, tyranniser Il s'est fait son film, il s'est fait le film que vous il a vu l'occasion de la sadiser, enfin. Oui. Donc, parce qu'on va passer à Marnie et puis à Rourke surtout. Dans la scène qu'on vient d'écrire du grenier des oiseaux, où elle s'y rend sans raison, si ce n'est pour se faire attaquer, on a en quelque sorte une scène de viol symbolique. Enfin, ça répond à la frustration d'Hitchcock, qui donc ne peut pas satisfaire la pulsion qu'il ressent envers son actrice. Dont le nom, comme le personnage qui se présente me l'a enseigné, porte en soi déjà un oiseau, le coq. Et cette scène en fait d'attaque qui relève du viol symbolique, en fait, me fait penser à ce que Truffaut avait fait remarquer Hitchcock lui-même dans leurs entretiens, quand il avait expliqué que Truffaut, comme ça, il avait réalisé en voyant le film d'Hitchcock que bien souvent les scènes d'amour étaient filmées comme des scènes de meurtre et inversement. Donc il y a toujours dans le cinéma d'Hitchcock une espèce de contradiction comme ça intrinsèque aux scènes d'amour comme de meurtre qui sont semblables dans la forme. Enfin. Oui. Exemplairement, il y a la scène de la douche qui précède la 60 psychose. Pareil, on est dans l'ordre, ce qui est l'ordre du viol symbolique, mais on va juste oublier provisoirement les oiseaux pour en arriver à Marnie, dans lequel, pour le coup, il y a une vraie scène de viol, en fait. Là, c'est plus symbolique, même si c'est dans le cadre du mariage. Parce que c'est le personnage de Sean Connery qui consomme son mariage pendant la nuit de noces, mais on peut dire, je vais vous laisser en parler, mais on peut dire qu'il la viole néanmoins. Oui, alors c'est surtout que ça commence avant, ça commence par un contrat aussi. C'est-à-dire que Marnie, c'est l'histoire d'une voleuse qui va être achetée par la personne, elle est, comment dire... alors c'est très intéressant cette histoire, parce que moi si vous... comment dire, c'est une question, tout ça, il y a des questions qui sont très ambiguës en fait, c'est-à-dire que s'il fallait le résumer maintenant, parce qu'on me demande souvent maintenant, qu'est-ce que vous pensez des films d'Hitchcock? Moi j'adore les films d'Hitchcock. Là où il y a là où la folie, on pourrait dire, d'Alfred Hitchcock se joue sur un autre plan, c'est que si on voit un film comme Marnie, c'est un film qui a été réalisé par un violeur, on peut le dire, puisque j'ai lu ce que raconte Tippi Hedren, il n'y a aucun doute, et je suis convaincue que si quelqu'un enquêtait, il découvrirait d'innombrables autres victimes d'Alfred Hitchcock, particulièrement toutes les petites mains, les petites stagiaires sans pouvoir, dont anonymes, que personne ne connaît, qui sont les premières victimes toujours de ce genre de situation, et qui ne portent pas plainte, évidemment, surtout à cette époque. Cependant, si on regarde le film comme spectateur, le film, et on le voit, et c'est ce qui fait de Marnie un film pas très agréable à regarder, même si selon moi c'est un chef-d'œuvre, il est vu du point de vue de la femme qui est violée. En fait. C'est-à-dire que Hitchcock arrive à passer d'une place à une autre, ce qui est à la fois, je pense, une forme de folie. Moi, je ne vais pas faire de diagnostic, c'est pas mon rayon. Mais il y a quelque chose là-dedans d'assez fascinant. C'est-à-dire qu'effectivement, il a exigé de ses scénaristes, il a même viré son scénariste homme, qui ne voulait pas écrire la scène de viol, parce qu'il trouvait, c'était un scénariste qui était vraiment franchement idiot, il avait dit cette phrase qui est quand même mémorable, ça rend le personnage un peu antipathique. Alors ça, c'est sûr qu'un viol, ça rend un personnage masculin. Puis, il était déjà, en fait, parce que c'est vraiment le personnage de Sean Connery, qui était un vrai antipathique. C'est James Bond, en fait. Hitchcock le vire, il dit, comme vous ne voulez pas l'écrire, la scène de viol, vous dégagez, je la veux cette scène. Il fait venir une scénariste femme, ultra féministe, qui lui dit, bah évidemment qu'il faut une scène de viol, bien sûr, moi je vous l'écris direct, votre scène. Elle lui écrit la scène, qui est gratinée, c'est peu de le dire, elle est insoutenable cette scène. Mais elle comprend, la femme, qu'il la faut dans le film, en fait. Donc c'est vrai que c'est une histoire quand même extrêmement complexe. Et tout à l'heure j'évoquais, je parle beaucoup de tragédie et tout ça, il y a
Il y a un happy end, on peut dire qu'il y en a qu'un peut-être dans le livre, enfin il y en a un à mon avis qui est une histoire absolument extraordinaire, que j'ai eu vraiment, enfin je suis très fière d'avoir trouvé ça dans mon enquête, peut-être raconter l'histoire des ongles, hein, juste pour, ouais, voilà. Ça c'est plus léger, c'est une anecdote Plus léger, vraiment en même drôle. temps, je trouve ça génial, extraordinaire, et ça vraiment personne ne s'est intéressé à ça, même aux États-Unis. C'est une histoire qui montre la complexité, l'ambiguïté de toutes ces questions, notamment de glamour. Bon. Tippi Hedren, elle a donc cette panoplie que vous connaissez tous, que tout le monde entier connaît, qui est la panoplie hitchcockienne. Donc il disait les blondes font les meilleures victimes, ça laisse des traces de sang dans la neige, je cite. Donc elle est donc blonde platine. Tout est clair, elle a la peau complètement blanche. Elle a évidemment des ongles rouges comme des griffes, comme des cerfs, hein, qui vont être impuissantes contre les vrais cerfs des oiseaux. Mais bon, elle a ses ongles rouges, etc. Elle a toute cette fausse armure, on pourrait dire. Enfin. Et donc, quand elle se libère, quand elle finit par se libérer de son contrat, on est en 75, il y a des femmes en fuite, d'autres femmes en fuite qui sont les femmes qui ont fui le Vietnam et le Cambodge, les Boat People, qui se réfugient dans des camps donc, de réfugiés en Californie. Et Tippi Hedren, qui donc veut leur consacrer, qui veut les aider, va passer plusieurs mois dans ces camps de réfugiés pour aider ces femmes, dans l'idée de leur apprendre l'anglais et le permis de conduire. Et elle dit, ça c'est les deux outils dans la vie pour être indépendante. C'est son obsession, l'indépendance. Sauf que ces femmes, bon, à vrai dire, elles sont surtout fascinées par Tippi Hedren et par ses ongles. Tellement, j'ai pas eu le temps, je voulais faire des ongles, des beaux ongles rouges. Hein, je suis vraiment désolée, ça c'est ce qui. Non mais sérieusement. Et moi je connais votre souci du détail. Absolument, une obsession même. C'est Dieu ou le diable qui gît dans les détails? Le diable. À chaque fois que je dis Dieu, je me trompe parce que pour moi c'est plutôt Dieu, mais enfin bon bref. L'écrivain gît dans les détails, Dieu ou diable, ça dépend des jours ou ça dépend desquels. Donc, ces femmes ne regardent que ses ongles. Et au bout d'un moment, elles disent « Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux vos ongles !» Tippi Hedren, qui par ailleurs est une femme très gentille, dit « Qu'à cela ne tienne, je vous envoie ma manucure de Beverly Hills, Dusty. » Elle appelle Dusty, qu'elle voit tous les lundis, précise-t-elle. Et Dusty vient et gratuitement leur fait les ongles. Sauf que Tippi Hedren est très intelligente et elle comprend qu'à ce moment-là, il y a un business. C'est-à-dire qu'il y a un business de la liberté, on pourrait presque dire. Enfin, c'est la même chose aux États-Unis. Hein. C'est le pays du capitalisme. Donc, elle comprend qu'elle peut leur donner un boulot. Pour leur émancipation. Elle leur paye une école d'esthéticienne. D'esthéticienne. Et tenez-vous bien, 80% encore maintenant de l'industrie multimilliardaire de la manucure, pédicure des ongles aux États-Unis est tenue par les descendants, donc encore une histoire de filiation, mais cette fois-ci très belle, de ces femmes qui ont élu Tippi Hedren comme leur marraine, je cite, qui l'idolâtrent, elle a des diplômes partout, et c'est une histoire, je trouve, exceptionnelle, et c'est quelque chose, je trouve, très fort humainement, de penser que certains êtres humains ont du mal, parfois, à exercer leur liberté pour eux-mêmes, à se libérer d'un certain type d'asservissement, d'aliénation qui concerne dans leur vie, mais peuvent aider d'autres à le faire. J'ai vu ça, hier soir, j'ai vu le film très très beau de Laura Poitras, en français c'est Du sang et All the Beauty and the Bloodshed, hein, toute la beauté et le sang versé, voilà. Et on voit très bien à travers cette extraordinaire artiste Nan Goldin à quel point des choses qu'elle-même dans sa vie, qu'elle a eu du mal parfois à exercer pour elle-même, elle a pu libérer encore plus d'autres, avoir cette générosité-là pour les autres, et c'était plus facile pour les autres que pour elle-même, évidemment. Tippi Hedren, c'est cette histoire-là, je la trouve vraiment extraordinaire, et ça montre en plus, sur cette question de la fuite, de la fugitive, et de comment un outil d'aliénation en apparence, ces ongles longs qui nous empêchent de faire quoi que ce soit, à part d'être des créatures sophistiquées qui ne bougeront pas dans notre maison hollywoodienne, peuvent devenir concrètement, historiquement, à un moment, donc pour ces femmes qui ont fui les pays en guerre ou les dictatures, être un outil de libération. C'est très intéressant et c'est l'intelligence même de cette femme. Alors malheureusement, comme le temps va nous manquer, on va terminer sur cette note positive, mais en fait on a à peine effleuré la surface là, de votre livre. Je sais pas. Les fauves peut-être dire un mot. Déjà on a parlé que d'une femme sur les trois, pour commencer, et puis je sais pas, sur les 5% à peine de votre livre, mais c'est pas grave parce qu'il faut le lire, donc je vous incite à le faire pour connaître toute la suite de cette histoire qui est vraiment incroyable en fait.
Une Frappa, elle a vraiment, enfin moi je considère qu'elle m'a aussi ouvert les yeux en fait, soit sur Hitchcock ou même pour finir sur la question du contrat signé par la petite fille Dakota Johnson dans 50 degrés, où on voit qu'elle rejoue, alors voilà, la question est posée plus ou moins consciemment, on ne sait pas, le contrat qu'avait signé sa grand-mère avec Hitchcock. Mais voilà, si le temps est venu peut-être... c'est l'histoire d'une transmission en fait, c'est-à-dire c'est l'histoire de femmes. Pourquoi s'intéresser aux actrices? Moi, au départ, je suis philosophe. Enfin, je ne suis pas philosophe, mais enfin, j'ai fait une agrégation de philo, une thèse de philo. J'ai fait passer des longues années à faire la philosophie. Et j'ai toujours considéré que quand j'ai commencé à écrire des livres de cinéma, pour moi, c'était la même chose en fait. C'est-à-dire, le terrain, c'est un terrain d'enquête. Mais le terrain d'enquête, en vrai, c'est la condition humaine, selon moi. Enfin, ce qui m'intéresse depuis toujours, comme disait Kant, sur qui j'ai fait une thèse, que j'adore. La question qui résume toutes les questions de la philosophie, il dit c'est qu'est-ce que l'homme? Bon, je pense que c'est ce que font les romanciers. Enfin, je citais Simenon tout à l'heure que j'aime énormément pour ça précisément. Donc cette question de la transmission, là, ce que je trouve passionnant, génial dans le cinéma depuis toujours, c'est que c'est un agrandissement de la condition humaine. Alors de la condition féminine, bien sûr, mais comme je le disais au départ, qui ne peut pas être dissociée de celle des hommes. Hein. Parce que là, on est dans une histoire où des femmes, historiquement, mais sur 3 générations quand même, ça dure 70 ans mon histoire, hein. Ça commence dans les années 60 et ça va jusqu'à aujourd'hui, n'ont le choix qu'entre être des proies ou des prédatrices. Pour sortir de la condition de proie, elles doivent basculer dans cette condition. Donc, elles oscillent en aveugle, hein, comme dans une tragédie racinienne, de l'un à l'autre. C'est pas qu'elles sont méchantes, c'est pas que c'est des mauvaises mères, c'est pas la question. La question, c'est qu'elles sont coincées dans cette sorte, voilà, c'est un très bon terme, dans cette polarité là. Donc cette question, évidemment, elle nous rend, moi je la renvoie à chaque lecteur, à chaque lectrice, puisqu'elle concerne vraiment chaque être humain. Enfin moi, c'est ça qui m'a intéressée. Ouais, non, mais il y a bien un propos un peu existentiel. Enfin, au final, quand on a lu tout votre livre... Et quels fauves, quels oiseaux peuvent être... comment dire, quand une femme est domestiquée, comme Hitchcock a tenté de domestiquer Tippi Hedren, et qu'elle est réduite. Vous posez ces questions, en fait, par exemple. Oui, chaque génération de femmes est-elle condamnée à devenir la version dégradée de la précédente? Toute fille est-elle le remake décevant de sa mère? Et la mère, la copie imparfaite de l'autre femme qui la hante? Peut-on être une femme sans avoir une hantise, sans être une revenante? Voilà. Bon, les questions restent ouvertes. Si vous en avez dans le public, vous pouvez les poser, ou vous levez la main un peu comme à l'école, parce qu'il n'y a pas de micro qui circule, mais ensuite je cite votre question au micro pour que tout le monde l'entende en vidéo. Oui, allez-y, ouais. Je peux parler. Non, ce qui est génial, c'est que la clé, alors avec un truc que vous avez dû trouver parfaitement opportuniste, entouré de Bible, je citais la Bible, que je ne connais pas très bien, mais la clé, à vrai dire, elle vient d'un livre plutôt du Talmud, tu dirais. Enfin, elle vient d'un regard. C'est ça qui est génial. C'est que, enfin, c'est génial, je dis c'est génial parce que c'est pas moi qui. Il y a un moment dans ce livre, il n'y a que des blondes, hein, c'est des blondes hollywoodiennes. Elles sont prisonnières. Et puis à un moment, la narratrice qui est une détective, qui enquête, qui se prend pour Columbo, elle a tendance à se prendre pour Columbo, elle va rencontrer sur son chemin une femme américaine qui, enfant, aurait voulu être dans une yeshiva, être dans l'exégèse, et qui va se livrer à une exégèse qui, soudain, va livrer la clé de toute cette histoire. Alors, je ne vous en dis pas plus, c'est dans le livre, il se trouve qu'on a le personnage juste en face de nous, donc je suis absolument surexcitée, qui se trouve être une cinéaste, une grande cinéaste, donc qui a cet attribut du regard que, historiquement, les femmes n'ont pas, parce que les femmes, elles sont faites pour être regardées. Hein, elles sont... il y a une phrase, je citais Sophocle tout à l'heure, mais il y a une phrase qu'on trouve dans les tragédies de Sophocle, le silence est le cosmos de la femme. Pendant longtemps, les traducteurs l'ont traduit assez mal, mais ça fait rire en même temps par le silence et le cosmos, c'est le même mot que c'est l'étymologie des cosmétiques. Hein. On en revient au rouge à lèvres et aux histoires de rouge à ongles, qui ne sont pas du tout des histoires anecdotiques, à mon avis. Donc la décoration, il disait parfois, de la femme. Donc, pourquoi je parle de Sophocle et du cosmos de la femme? Il y a des questions du Talmud aussi, ça peut vous remettre sur la voie. Du Talmud. La clé, vous dites, vous cherchez une clé,
Oui. Donc le silence, elle est Sois belle et tais-toi, comme nous le dit un film de Delphine Seyrig qui est ressorti sur les écrans, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je suis allé le voir en tout cas. Voilà, qui passe, que vous m'aviez conseillé de revoir pour le débat, je suis allée le revoir, il passe pas loin d'ici. Voilà, Sois belle et tais-toi, on pourrait le résumer assez facilement comme ça. C'est dans les contes de fées aussi. Bon, donc la cinéaste, qui soudain a la clé, qui a le regard et qui en même temps a une grille d'interprétation, on pourrait dire la grille brune de l'interprétation, qui n'est pas la grille blonde, qui est cette j'ai pas osé dire que c'était des fausses blondes tout à l'heure, je le dis maintenant. Cette grille, 3 femmes de votre livre. Voilà, mais on s'en fout, bref, elles ont l'artifice du cinéma. Pour Hitchcock, c'est important, mais de toute façon. Mais en tout cas, là, c'est un regard qui va livrer la clé, qui est un regard, au fond, on pourrait dire, oui, un regard exégétique, religieux, je ne sais pas si c'est le mot, mais d'exégèse. Sachant que l'exégèse, moi c'est un truc qui m'obsède par ailleurs, mais qui est cette manière, en effet, l'exégèse de la condition humaine, de constamment tourner. C'est pour ça que je pense que j'ai mis 20 ans à écrire ce livre, c'est qu'il fallait vraiment que je tourne autour de ce sujet indéfiniment, et je continue à le faire maintenant que je l'ai écrit, pour vraiment tourner, retourner, ressasser toujours la même histoire jusqu'à ce qu'un moment, quelque chose de mon propre aveuglement aussi tombe, pas entièrement, mais... D'accord, ça répond à une question que je ne vous ai pas posée. Ah, laquelle ? C'était, elle est circonstanciée parce qu'il faudrait parler du documentaire sur le résumé, ce sera un peu long. Mais donc ça, on va le faire à titre privé après. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Une question, j'ai une remarque. Alors, ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous ne dénigrez pas le film. Vous racontez cette histoire, oui, mais vous ne dénigrez pas le film. Non, j'aime beaucoup le film. Okay. Enfin, je les aime beaucoup, les films. Henri Lefebvre disait qu'il n'y a pas de grand style sans grandes oppressions. Ah, c'est beau ça. Et c'est vous, évidemment, ce que vous dites me rappelle ce qui se passe actuellement avec tous ces grands scandales sexuels du cinéma. Je pense que le problème est tragique. Je pense qu'il n'y a pas de grand style sans grande oppression. Et que certaines actrices se sont manifestées en disant, par exemple Catherine Deneuve, en disant oui, le cinéma c'est ça. Et c'est horrible, mais c'est vrai que c'est ça. Alors, c'est ça, et en même temps, moi qui ai très bien connu quelqu'un comme Jacques Rivette, qui disait l'histoire du cinéma, c'est l'histoire d'une crapulerie, lui, il disait, vous voyez, Alors lui, il faisait aussi le lien avec le fait qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, donc ça tout de suite, les relations sont... Enfin, ça crée... Mais elle est où cette phrase d'Henri Lefebvre? Je ne me souviens plus. Mais c'est une très belle phrase. Oui, je pense qu'il y a quelque... La phrase... Après, comment dirais-je, chaque être humain est libre de faire ses propres choix éthiques, moraux, existentiels. Enfin, comment dire, moi je ne crois pas au déterminisme en réalité. Je n'y crois pas. Je pense qu'il y a... le tragique de la vie. Oui. Ah bah oui. C'est un peu la base. C'est pour ça qu'il faut une bonne dose d'ironie ou d'humour noir, bien sûr. Oui. C'est pour ça que mon personnage ici présente énormément d'humour et... Oui, évidemment. Le tragique de la vie, oui. Mais c'est pour ça qu'il faut... Je pense que c'est important, effectivement, vous dites à juste titre, je ne jette pas du tout les films avec l'eau du bain, l'eau rougie du bain, pas du tout. C'est pas le sujet, en fait. Et l'ambiguïté même de ces films, je la trouve passionnante. Après, il y a même le clivage, on pourrait dire. Il y a un truc qui est coupé en deux, en fait. Il n'empêche qu'on pourrait dire que d'un point de vue pénal et moral, Hitchcock avait sa place sans aucun doute dans une prison. Il n'y a pas de doute. Comme vous avez dit tout à l'heure... Il adorait les cellules d'ailleurs, vu que ses parents, son père l'y avait fait enfermer enfant. Vous avez fait allusion au surpoids d'Hitchcock. Vous avez dit que vous expliqueriez pourquoi, je peux le faire rapidement. Oui, c'est vrai que c'est important cette histoire. En fait, non, mais ça rejoint ce que vient de dire la Thème, c'est-à-dire qu'elle enfreint un tabou absolu envers Hitchcock, qui fait drone en le traitant de gros porc, en fait, à un moment où... Elle craque, après les pires tentatives de viol. Forcément, à ce moment-là, on pense au mouvement MeToo, à Balance ton corps, etc. Mais de toute façon, avant ça, on y pense déjà, parce que ça fait penser à Harvey Weinstein, en fait. Mais ce qui est génial dans l'histoire... C'est juste pour dire que c'est encore évidemment d'actualité. C'est que ce Hitchcock, je sais pas du tout qu'elle est dénoncée... Non, mais le viol, oui, c'est pas du tout, ça ne choque pas du tout. En revanche, qu'elle ait dit qu'il était gros, il est scandalisé. C'est-à-dire qu'il dit, elle a franchi la ligne que personne n'a le droit de franchir. Sachant que on voit bien que le corps de l'actrice appartient à un regard de prédation, d'oppression, pour employer le terme
que vous venez d'employer, qui est celui du cinéaste, mais qui peut être aussi celui du spectateur. On voit bien comment les spectateurs passent leur vie à avoir un regard de prédation, d'appropriation, à critiquer, à la maigrir, à la grossir, à la déride, elle en a pas. Enfin, elle a fait de la chirurgie, nanana. Il y a quelque chose qui s'exerce comme ça, comme si leur corps, leur peau n'était même pas leur propriété. Donc c'est assez fascinant de voir que lui, en revanche, c'est intouchable. C'est drôle. À pas dire, moi je trouve ça drôle. Enfin, c'est drôle si on a de l'humour noir, mais il y a quelque chose de drôle. La non-réciprocité, je pense. Absolument. C'est un contrat d'exclusivité qu'elle a signé. C'est-à-dire que, et elle qui est très intelligente dit cette phrase que je trouve assez géniale, elle dit, il vient en permanence me harceler avec son obsession. Et elle lui dit, mais votre obsession n'est pas réciproque. Ils sont contre-fous. Puisqu'il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'altérité en fait dans son... La question de la réciprocité ne se pose pas pour lui. Voilà, je ne vais pas laisser à ses parents. Non, bah, c'est pas ça, c'est qu'on manque de temps de toute façon, mais parce qu'il y aurait beaucoup à dire, voilà. Donc, mais on en a dit quand même pas mal, et je pense que ça a donné envie aux gens de vous lire, donc je vous incite à le faire. 3 femmes disparaissent, publié chez Actes Sud. Merci beaucoup, Hélène Frappa. Merci beaucoup.